Et on va terminer donc avec le NOL et Philippe Richebé. Philippe, merci. Avec plaisir. Tac. Je vais mettre ça sur le disjoncteur, ça va tout faire sauter. Bonjour à tous. Hop, je m'installe 2 secondes. Bonjour, donc je suis Dr Philippe Richebé, je suis professeur titulaire PTG régulier permanent à l'Université de Montréal. Je suis directeur de recherche aussi pour l'Université de Montréal pour tout le département d'anesthésie. J'ai travaillé en France, comme vous entendez, j'ai un accent français, comme le disent les Québécois. Donc je suis de formation française, j'ai travaillé aussi 8 ans aux États-Unis comme directeur de recherche à l'University of Washington à Seattle pendant plusieurs années, donc avant d'aller au Canada en 2014. J'y suis depuis 8 ans. Donc j'ai une expérience qui est française, américaine et canadienne. Donc j'ai travaillé avec différents devices dont on va parler aujourd'hui, dont on parle aujourd'hui. Puis pour revenir sur le préambule que Julien et Nada ont fait, c'est important de noter qu'on n'est pas des vendeurs de machines et donc on n'a pas de relation, ni d'intérêt, ni d'action dans les compagnies qui font les devices dont on vous parle aujourd'hui. On a des relations avec les compagnies avec lesquelles on fait de la recherche. Ça se fait sous forme de contrat de recherche entre, par exemple, mon centre de recherche, mes avocats du centre de recherche et de mon université et les compagnies. Et tous les contrats qu'on pourrait avoir ou les collaborations qu'on a avec les compagnies sont des collaborations indépendantes où on est les créateurs de nos protocoles de recherche et où on analyse nos datas de façon indépendante de la compagnie. La compagnie veut bien parfois donner de l'argent sous forme de contrat, mais ça ne veut pas dire qu'on est biaisé, puisqu'on reste totalement indépendant, et nos avocats font attention à ça. Donc, comme je vous l'ai dit, 3 pays, 3 fois 8. Université de Montréal, sur la colline. Mon centre appartient à l'Université de Montréal, c'est l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, qui est le plus gros hôpital de l'Est de la ville, de l'Est de l'île de Montréal, parce que Montréal est une île, c'est une grosse île de 4 millions d'habitants, mais c'est le plus gros hôpital de l'Est. Des conflits d'intérêts, on est toujours obligé de faire des présentations de nos conflits d'intérêts potentiels. J'ai eu des subventions de différentes institutions de recherche. CARF, c'est Canadian Society of Anesthesia. Anesthésie AAQ, c'est le Québec. Department of Anesthesiology, c'est à Seattle et aux USA et aussi au Canada. CIHR, c'est les instituts de recherche en santé du Canada. FRQS, c'est au Québec. NIH, aux États-Unis. Et puis, donc, comme je vous disais, Investigator Initiated Trials, ça, c'est des grants qui sont en collaboration avec des compagnies sous forme de contrats de recherche totalement indépendants. Et cette présentation reflète mon opinion et pas l'opinion de quelqu'un d'autre. Les objectifs de la présentation, c'est mieux connaître les paramètres qui permettent de créer l'index NOL et sa validation, parce que, comme on disait, c'est important d'utiliser, et puis Nada l'a répété, on a validé des devices avant de les utiliser en clinique et de voir leur impact clinique. C'est important de passer par tous ces processus de validation, savoir qu'on est en train de monitorer de la nociception et pas une porte qui s'ouvre dans le bloc opératoire et qu'il n'y a pas d'interférence avec d'autres choses du bloc opératoire. Le deuxième point, c'est de connaître l'impact de l'utilisation de ces moniteurs sur les issues post-opératoires. Au Québec, on dit issue, on ne dit pas outcome, parce qu'outcome, c'est un mot anglais. Et il faut savoir aussi quels sont les avantages qu'il présente par rapport à ses concurrents. Là, je rejoins ce que disait Julien, ce que disait Nada aussi. On n'est pas ici pour vous faire un plaidoyer de utiliser mon device plutôt que l'autre. D'abord, il n'y a pas d'études comparatives très très bonnes. Il y a quelques revues qu'on a essayé de faire, nous, sur la comparaison de A, B, C, mais en fait, finalement, il n'y a pas vraiment de différence. Il n'y a aucune étude sérieuse sur la comparaison de A, B, C, et puis en fait, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est quelque chose qui fonctionne, que vous choisissiez A, B ou C. Moi, je le dis souvent, quand je vais dans une rue où il y a 25 restaurants, c'est une rue beaucoup plus achalandée de personnes et beaucoup plus intéressante qu'une rue où il y a un seul restaurant, parce que là, on va m'obliger à aller dans ce restaurant, puisqu'il n'y en a qu'un. Mais quand j'ai 25 restaurants, je peux choisir mon restaurant, je peux choisir mon menu, je peux choisir le prix que j'ai envie de payer. Et là, c'est la même chose avec les devices qu'on a. Ils sont tous, à mon avis, équivalents. Après, vous choisissez A, B ou C, c'est votre choix. Vous aimez le bleu, j'aime le jaune. C'est le choix de chacun.
Plan de la présentation, qu'est-ce que le null index? Comment est-ce qu'on l'a validé? Les impacts intraopératoires et post-opératoires, l'utilisation clinique hors bloc et les conclusions. Alors, qu'est-ce que le null index? Par rapport au device dont on vous a parlé ce matin, le ANI ou la pupille, Nadal a bien souligné, la pupille, c'est peut-être le seul qui regarde un index physiologique brut et qui n'est pas algométré et pas intégré dans différentes formules mathématiques ou autres. Donc ça a son intérêt aussi. L'ANI est uniparamétrique, la pupille est uniparamétrique. Le NOL, ils n'ont rien inventé de nouveau, en fait. Ils ont pris différentes choses qui venaient de plusieurs paramètres. La fréquence cardiaque, c'est celle qu'on utilisait avant parce qu'on n'avait que ça, donc la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Donc là, ils ont pris la fréquence cardiaque. La variabilité de la fréquence cardiaque, HRV. HRV, c'est la base de l'ANI, dont Julien vous a parlé. Skin conductance et température de la peau. Donc la conductance cutanée, celle-là, elle a aussi été... Il y a un device qui est basé simplement sur la conductance cutanée et qui existe aussi sur le marché de la nociception intraopératoire. Donc ils ont pris ce paramètre de conductance cutanée, le paramètre de température cutanée, la variabilité de la skin conductance et de la température cutanée, et la plétismographie. Il n'y a personne qui parle du SPI ou SSI ce matin, mais c'est le Surgical Stress Index, qui est un index de plétismographie. Quand vous mettez votre SPO2 sur le doigt d'un patient, vous avez une courbe de plétismographie sur la courbe de plétismographie sur votre moniteur d'anesthésie. C'est la même courbe de plétismographie qu'ils ont extraite. Ils ont algorithmé cette courbe de plétismographie pour faire en sorte qu'ils regardaient l'amplitude de la courbe et la variabilité de la courbe. Et ils en ont tiré un index qui s'appelle SSI-SPI, qui est souvent vendu par GE. Et c'est quelque chose qui est plus utilisé dans le nord de l'Europe que dans le sud de l'Europe. Donc Medasense, qui est la compagnie qui fait le NOL, encore une fois, ils n'ont pas inventé quelque chose. Ils ont pris des paramètres existants, HRV, SPI, Skin Conductance, Heart Rate, et ils ont intégré tout ça, peut-être avec quelque chose d'un peu plus moderne, qui est l'intelligence artificielle appliquée à la médecine. Et cet algorithme, qui est un Random Forestry Algorithm, c'est quelque chose qui a permis peut-être d'intégrer de façon plus 2022. Il a été construit maintenant depuis quelques années, donc plutôt 2015-2016. Ils ont intégré avec cet algorithme-là de l'intelligence artificielle avec ces algorithmes nouveaux qui permettaient d'aller donner du poids et choisir le meilleur index au meilleur moment pour pouvoir sortir la meilleure qualité de signal possible. Donc c'est ça le null index. Qu'est-ce que ça permet de faire en anesthésie, quel que soit le device que vous utilisez? On parle maintenant, dans les instituts de recherche canadiens, américains, européens, on parle d'anesthésie personnalisée et c'est vers ça qu'on veut aller. On veut faire de l'anesthésie personnalisée aux besoins du patient et non plus de l'anesthésie que moi j'ai apprise. J'ai gradué en 2000, donc ça fait 22 ans. Et quand moi j'ai fait ma formation au CHU de Bordeaux, en finissant en 2000, à l'époque, on m'a appris de la pharmacologie que j'appelle populationnelle. Cette pharmacologie populationnelle, elle est basée sur une population, et puis on vous dit dans les livres 2 mg kg de propofol, 2 microgrammes kg de rémifentanil, parce que c'est la dose qui a été décidée pour que 95% de la population réponde à cette dose-là. Cette pharmacologie, elle est toujours d'actualité, mais elle est un petit peu la pharmacologie de papy, comme moi, et donc elle devient un petit peu désuète, et il va falloir passer à une pharmacologie plus titrée sur les besoins du patient et la particularité de chaque patient. Et donc, pour faire de l'anesthésie personnalisée, on a besoin d'utiliser des moniteurs qui vont nous guider sur des critères paracliniques et plus des critères d'anesthésie standard. Donc, dans notre centre hospitalier, vous voyez, nous, on a du Draeger parce qu'on a choisi d'avoir du Draeger, mais enfin, peu importe. Nos moniteurs standards ici, nos moniteurs de ventilation, notre moniteur d'anesthésie standard, notre moniteur de curare, notre moniteur de nociception et notre moniteur de profondeur d'anesthésie et les moniteurs de Edwards pour la volémie et les composantes cardio-respiratoires, cardiovasculaires. Pourquoi est-ce qu'on doit monitorer les opioïdes? C'est parce que la crise des opioïdes, vous l'avez moins en Europe, mais nous, on a été frappés. Et puis moi, j'étais à Seattle pendant plusieurs années. C'est là que ça a commencé. C'est le nord-ouest américain, Seattle, États-Unis, Vancouver, Canada, où on a été frappé par la crise des opioïdes de plein fouet. Pour multiples raisons, les Américains sont des consommateurs de pilules. Les Américains et les médecins américains ont over-prescrit des opioïdes de façon
l'Argamanu semble beaucoup réfléchir et ça aboutit à des crises des opioïdes. Et donc la gestion des opioïdes intraopératoires, c'est aussi important parce que moi, mon PhD en neurosciences, neuropharmacologie, c'est sur opioid-induced hypersensitivity. Et c'était dans les années 2000, puis en 2005, puis etc., etc. On a publié pas mal de choses. Et c'est comme ça que je suis venu à m'intéresser aux moniteurs de nociception pour éviter de donner trop d'opioïdes intraopératoires, pour éviter de déclencher chez nos patients des phénomènes de sensibilisation centrale dus aux fortes doses d'opioïdes que l'on fait, et donc pour donner la bonne dose d'opioïdes au bon moment aux patients. On a montré que les patients naïfs qui avaient des chirurgies avaient aussi un haut risque de devenir des tolérants aux opioïdes à distance de chirurgie à 6 mois ou 1 an de la chirurgie. À peu près 5% de nos patients qui sont naïfs d'opioïdes avant la chirurgie vont devenir des toxicomanes, on va dire des toxicomanes médicaux créés par la médecine à distance de chirurgie parce qu'ils ont été exposés peut-être à trop d'opioïdes en périopératoire. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc on va passer rapidement, mais sensibilisation centrale qui aboutit à des douleurs chroniques post-opératoires. On sait que le type de chirurgie, les influx nociceptifs sont importants, mais on sait aussi que les très fortes doses d'opioïdes sont importantes et elles déclenchent, c'est ce que tout le monde connaît maintenant depuis les 20 dernières années, l'opioid-induced hypersensitivity, la tolérance induite par les opioïdes, les fortes doses d'opioïdes, de rémifentanil, de fentanyl, de sulfentanyl, quel que soit l'opioïde. Les trop fortes doses d'opioïdes vont aboutir à des sensibilisations centrales et on doit faire un effort pour réduire ces doses d'opioïdes intraopératoires, mieux les donner au meilleur moment. Je vais passer là-dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Pour la validation des index, on avait avant les index standards cliniques qu'on utilisait, fréquence cardiaque, pression artérielle, c'est les plus utilisés. Puis les autres que vous voyez en dessous, on n'a pas envie de les voir, donc on ne veut pas que le patient bouge, on n'a pas envie que son rythme respiratoire s'emballe, on n'a pas envie de voir des larmes qui coulent de ses yeux, ça voudrait dire qu'on fait vraiment de la très mauvaise anesthésie. Mais on utilisait jusqu'au développement de ces devices-là, fréquence cardiaque et pression artérielle. Les devices dont on a parlé, je vous ai dit, il y a plusieurs types de devices, donc skin conductance, SSI, SPI, ANI, pupille. Le NOL, c'est le seul à avoir intégré plusieurs paramètres. Peut-être que ça lui donne un peu plus de robustesse, mais ça ne veut pas dire qu'il est meilleur que les autres. Et puis, on a validé cet index, et comme on vous l'a montré avant, on va passer rapidement, mais il y a des protocoles de validation qui sont faits sur des stimulations standards. Et on va donc voir qu'on a des stimulations comme l'intubation, des stimulations comme l'incision, des stimulations comme des stimulations mineures ou majeures ou modérées, et puis des périodes de non-stimulation. Donc on regarde le pré-post, pré-post, pré-post. Quand ce sont des périodes de non-stimulation, forcément, le NOL index qui est en bas, il ne bouge pas. Entre avant et après, il n'y a pas eu de stimulation, donc ça valide le fait qu'il ne bouge pas non plus tout seul n'importe comment. Et puis, les périodes de stimulation intense, intubation, incision, vous voyez qu'il y a une bonne variation. Et comme montrait Julien ou Nada tout à l'heure, si vous êtes sur cette courbe d'AUC, le ROG curve de sensibilité, spécificité, si vous êtes sur cette diagonale ici, c'est que vous êtes nul et mauvais et que ça ne sert à rien d'utiliser votre moniteur. Si vous êtes comme le rouge ou le bleu ici, c'est que votre moniteur est très bon. Si on prend notre fréquence cardiaque et si on prend notre pression artérielle habituelle, notre fréquence cardiaque, elle est ici en mauve. Elle n'est pas nulle, elle n'est pas sur la ligne diagonale. On ne peut pas dire qu'utiliser seulement la fréquence cardiaque pour détecter de la douleur intraopératoire ou de la nociception, ça serait complètement débile. On l'a fait pendant des années, on n'a pas tué nos patients, mais ce n'est pas la meilleure en termes de sensibilité et spécificité, et on peut faire mieux pour détecter la nociception et donc mieux administrer nos médicaments. Et là, on a effectivement le NOL index dans cette étude-là, l'étude primaire de validation, qui montrait que son AUC était très bonne et très supérieure à notre fréquence cardiaque habituelle. Anesthesiology 2015, 2016, ça c'était Netherlands, ça c'est Israël, ça c'est Montréal. Donc on a 4 études sur 3 pays différents qui confirment que le NOL index a une sensibilité et une spécificité bien meilleures que les critères cliniques habituels. On retrouve encore ici fréquence cardiaque en vert, pression artérielle en rouge, même le BIS index. Si vous mettez un BIS et que vous faites très mal au patient, vous allez réveiller son cerveau, entre guillemets, vous allez voir le EEG qui va changer un peu. Donc, ils ne sont pas nuls, ils ne sont pas sur la diagonale, mais ce n'est pas les meilleurs index pour détecter de la nociception intraopératoire. Ce n'est pas ceux qui font le meilleur travail. Ceux qui font le meilleur travail, c'est ceux qui sont basés sur le HRV ou sur le NOL index ou sur la pupille, comme ça vous a été montré jusqu'à maintenant. Donc, l'impact intra- et post-opératoire,
Comme on vous a dit avec les autres devices, l'impact, c'est de réduire la consommation d'opioïdes. Et pourquoi? Je vous l'ai dit, on veut minimiser, mieux adapter notre consommation d'opioïdes pour minimiser les doses totales, réduire le risque de opioid-induced hypersensitivity et puis réduire les effets indésirables des opioïdes et améliorer la trajectoire patient, la récupération post-opératoire des patients. Parce que moins on fait de drogue, moins ils ont de chances d'avoir des effets indésirables des drogues que l'on administre. Pour le NOL Index, cette étude-là, elle a été publiée en 2019. Elle vient du groupe de Albert Dahan à Leiden, Netherlands. Donc, ça a été une des premières qui a montré l'impact clinique, parce qu'on a parlé des études de validation, mais là, on parle des études avec impact clinique. Comme disait Nada aussi, c'est important, quand on parle d'impact clinique, de regarder, on n'a pas regardé tout de suite la douleur chronique à 1 an de la chirurgie. Est-ce que ça change ça? Parce qu'il y a des étapes intermédiaires, il fallait s'assurer que on réduit la consommation d'opioïdes intraopératoire. Les études répondent oui. Est-ce que ça va changer après le post-opératoire? On va voir après. Puis est-ce que ça changera à distance la trajectoire patient sur 1 an de chirurgie? Ça sera peut-être intéressant, mais pour l'instant, on n'en est pas encore là. La médecine avance au pas où on ne peut pas courir quand il faut aller au pas. Donc, le NOL Index, dans cette étude-là, l'intérêt, c'est que vous voyez la consommation d'opioïdes intraopératoires en rouge versus en bleu. Il y a une différence notable et une réduction notable quand on utilise le NOL Index de la consommation totale d'opioïdes. Ça se voit ici sur ce plot-là ou sur la courbe rouge versus la courbe bleue. Donc, réduction de la dose administrée d'opioïdes intraopératoires quand ils utilisent le NOL Index. Et aussi des événements hypotensifs qui sont moins importants. Je ne sais pas pourquoi l'image a sauté. Il y avait une image ici, mais elle n'est plus là. Mais des événements hypotensifs moins importants. Et pourquoi? Parce que si vous réduisez de 30% les opioïdes que vous administrez à un patient, on sait tous que si on augmente trop la dose de nos opioïdes, un des effets des opioïdes, c'est d'avoir une hypotension associée, comme un des effets des hypnotiques trop lourds, c'est d'avoir une hypotension associée. Et donc là, on a moins d'événements hypotensifs quand on utilise ces devices-là. NOL Index, même équipe qui revient un petit peu plus tard dans le BJA en 2020 et qui montre scores de douleur qui ont été changés en salle de réveil et aussi des hormones de stress ici, ça c'est intéressant. Donc là, vous voyez, ils avaient montré avant qu'ils réduisaient de 30% la consommation d'opioïdes, que l'hémodynamique était plus stable pour le patient. Et puis là, ils ont regardé un petit peu plus le post-opératoire. Score de douleur en salle de réveil dans le groupe NOL qui est en bleu, qui est réduit aussi par rapport au groupe non NOL qui était ici. Et des scores ou des mesures d'hormones de stress, que sont ACTH et cortisol, qui sont réduites aussi dans le groupe bleu. Pourquoi? Parce qu'a priori, ils ont mieux titré et mieux administré l'opioïde au moment où le patient en avait besoin. Et donc, ça a moins stressé le patient. Et la conséquence physiologique, c'est que ces hormones de stress intraopératoire ont été moins élevées en réponse au stress chirurgical. Donc, importance quand même de cette étude-là. Cette étude-là, nous, on l'a publiée en décembre 2021 dans JCA, qui est un des meilleurs journaux en impact factor maintenant de notre spécialité aussi. Et donc, on a la consommation, c'est une étude en chirurgie laparoscopique gynécologique. Donc, c'est une population assez spécifique. On a montré qu'on avait là aussi une différence significative de la consommation d'opioïdes intraopératoires avec une diminution d'à peu près 25% de fentanyl intraopératoire, parce que souvent les études sont faites avec du rémifentanyl, parce qu'en Europe, vous êtes très rémifentanyl, alors qu'en Amérique du Nord, ils sont encore très fentanyl. Donc on a voulu aussi montrer que c'était vrai avec des molécules qui sont un peu plus longue action, notamment qui ont des profils d'accumulation plus importantes que le rémifentanyl. Et c'est vrai quand même, sur des chirurgies d'à peu près 2 heures, 3 heures de chirurgie gynécologique, on a une réduction d'à peu près 25% du fentanyl intraopératoire. On n'a pas démontré d'impact en PACU significativement parlant, des scores de douleur faibles dans les deux groupes. Mais ce qui était intéressant, c'est quand même une réduction de 40% des opioïdes nécessaires pour atteindre ces scores de douleur très faibles en salle de réveil et à 24 heures. Donc même si ça ne touche pas la significativité, vous savez, les statistiques disent qu'elles disent, mais quelquefois on a des différences statistiques très significatives qui ne veulent rien dire en clinique parce que vous passez d'un score de douleur de 3.1 à 2.9 et puis c'est statistiquement significatif, mais vous dites ça veut dire quoi dans ma vie de passer de 3.1 à 2.9 de douleur? Rien. Là, quand vous réduisez de 40% la consommation d'opioïdes, ça commence à dire quelque chose, même si ça ne sort pas significativement. Donc il y a différentes façons d'analyser les statistiques et les revues que vous lisez. Utilisation clinique au bloc opératoire.
Le NOL, ça se présente comme ça. Vous avez sur l'axe des X 0, 1, 2, 3, 4, 5 minutes. Vous pouvez le mettre aux 15 minutes, vous pouvez le mettre aux 30 minutes, à 1 heure. Si vous voulez voir la dernière heure, vous pouvez réduire le temps et avoir un temps plus long sur 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et vous voyez tous vos profils chirurgicaux. 25, c'est le threshold clinique auquel on dit, le seuil clinique, pardon, auquel on dit qu'on va traiter le patient. Donc quand on reste en dessous de 25, on ne traite pas. Quand on peut aller de 0, pas de nociception, à 100, qui serait une nociception extrême. Quand on est à 0, on considère qu'on est peut-être un petit peu trop lourd sur l'opioïde et on va baisser nos doses d'opioïdes. Quand on est à 100, c'est sûr qu'il faut traiter, ou quand on est au-dessus de 25, on commence à traiter. Là, vous avez un petit pic qui touche le 25 et qui redescend, on ne fait rien. C'est juste que le chirurgien a dû tirer sur un truc, ça a dû faire un petit bump, et puis ça redescend tout seul, on ne va pas administrer du médicament tout de suite. C'est une réaction. Là, vous avez l'exemple de la réaction du NOL à l'incision pour une chirurgie laparoscopique. Donc, on était stable avant l'incision. Puis, on a eu incision numéro 1, trocar numéro 1, insufflation, 3 stimuli en moins d'une minute. Et vous voyez, hop, le NOL décroche et monte à 50. On avait mis un rémifentanil qui devait être à 0,05, 0,08 microgrammes kilo minute à ce moment-là. Et donc, on a refait un bolus de rémifentanil de 0,3 microgrammes kilo, qui est à peu près 21 microgrammes pour ce patient-là. Et on s'attendait à ce que ça baisse, mais là, il a replanté le deuxième trocar après la deuxième incision. Donc, on voit qu'il a fallu un peu plus de temps pour que notre bolus de rémifentanil agisse. Et puis, dans les minutes qui ont suivi, vous voyez le flatline, parce que le bolus a agi et que le chirurgien a fait juste 2 petites incisions pour le moment. Donc ça aide à voir un petit peu le profil nociceptif du patient tout au long des incisions qui sont faites et puis d'adapter notre anesthésie et notre analgésie à ce profil nociceptif intraopératoire. Ça aide à la décision aussi. On fait beaucoup de chirurgie laparoscopique maintenant pour le tronc, en gynécologie, en tout ce qui est digestif. On a 90% de nos chirurgies qui sont faites en laparoscopie. Même les hépatectomies, maintenant, ils les font en laparoscopie. Donc on a énormément de laparoscopie. Et pourquoi ça aide à la décision? C'est que souvent, en laparoscopie, vous le vivez tous, c'est qu'on a une augmentation de la post-charge au niveau cardiaque quand on fait de l'insufflation. On a une augmentation de la pression artérielle post-insufflation et souvent, on se dit, est-ce qu'il a mal ou est-ce que ça monte parce que c'est l'insufflation ou est-ce que c'est parce qu'il a mal? Et on ne sait pas trop si on n'a pas de moniteur. Là, mon NOL, il me dit 1. Donc, ton patient, il a pas mal puisque ton NOL est à 1, mais ta pression artérielle est à 150 sur 91. Et puis, on a un bis à 55, on a 0,8 Mac pour un bis à 55. Donc, a priori, il dort bien. Il est 65 de fréquence cardiaque, mais je ne me souviens plus à combien il était il y a 3 minutes. Donc, je ne peux pas dire s'il est passé de 45 à 65. Donc, je ne sais pas si c'est plus 20 ou plus 30% de fréquence cardiaque, parce que je ne me souviens pas de combien il était. Au moins, le NOL, sur les dernières 5 minutes, il me dit, t'inquiète pas, il a pas mal. Donc, ne fais pas d'analgésique pour baisser sa pression artérielle. Donne-lui quelque chose qui baisse sa pression artérielle. Donc là, nous, on a choisi de faire du diltiazem, qui est un bloqueur décanocalcique qui permet de réduire la pression artérielle de façon adaptée, tranquillement, sans donner plus d'opioïdes et sans risquer de surcharger les patients en opioïdes inutilement. Aide à la décision, là aussi, on a ces petits bumps que vous voyez ici. Donc là encore, comme je vous disais, on reste en dessous de 25. Donc ça monte un petit peu parce qu'ils sont en train de triturer une vésicule et qui brûle, qui coupe, qui tire. Donc de temps en temps, ça monte un petit peu sur 1, 2, 3 minutes. Mais ça dépasse le 25 juste pendant 30 secondes et puis ça redescend tout seul. Je ne fais pas d'analgésique supplémentaire, j'en ai pas besoin. Par contre, si je vois un profil qui se trimballe à 25 ou au-dessus, puis qui redescend un peu, mais qui remonte et puis qui remonte, là, je décide de faire un bolus. Là, c'était du fentanyl. On a besoin d'une analgésie supplémentaire pour le ramener un petit peu plus dans le range normal. Et puis, vous voyez au bout de quelques minutes que ça redescend tranquillement. Et ça vous permet de dire, mon petit bolus que je viens de faire, il a ramené le patient dans mon range normal. Il n'est pas tombé à 0, donc il n'est pas overdosé, mais il reste entre 10 et 25. Et puis, ça me convient très bien. Et c'est ça qu'on cherche. Le dernier papier qu'on vient de publier, là, il a été accepté, il est sorti là, récemment. Ce papier-là montre l'effet analgésique, la détection et la capacité du NOL index à détecter l'effet analgésique d'un médicament. On vous a dit que les moniteurs qu'on utilise, ils détectent la nociception, ils détectent l'événement nociceptif chirurgical, et c'est bien, mais est-ce qu'ils détectent la molécule que je viens d'injecter? Je vous ai montré en clinique avec les slides là, qu'a priori, oui, on voit l'effet analgésique et on peut le suivre.
mais il faut le prouver qu'il détecte bien ça. Puis là, vous avez la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Les deux courbes que vous voyez pré-post sont collées. C'est une sorte de modélisation mathématique pour savoir si ça détecte l'effet analgésique du médicament. Et vous voyez que le pré en bleu versus le post du NOL en rouge, il y a un shift de la courbe bleue à la courbe rouge qui est statistiquement significativement différente. On détecte l'effet analgésique avec le NOL, alors que la fréquence cardiaque et la pression artérielle sont collées. Ça veut dire qu'elles ne changent pas en pré-post et qu'elles ne détectent pas l'effet analgésique d'un médicament que vous venez d'administrer. Hors bloc, attention, j'ai mis en rouge attention, on a des études qui sont parues donc, récemment en association avec Dr Gélinas, c'est une spécialiste de la douleur en soins intensifs, c'est une nurse mais qui est aussi PhD en neurosciences et qui est un docteur en neurosciences et qui fait beaucoup d'études et qui a créé le CPOT qui est un des scores que tout le monde utilise en réanimation maintenant, au moins en Amérique du Nord, pour évaluer la douleur des patients non communicants en réanimation. Donc on a validé plus ou moins le NOL index chez ces patients-là en réanimation quand on fait des stimuli douloureux en réanimation comme les bronchoaspirations, des pansements douloureux ou des soins douloureux aux patients. C'est plutôt encourageant, mais encore une fois, toutes les études de validation dont on vous a parlé ce matin sont faites au bloc opératoire, patients sous anesthésie générale. Point. Elles ne sont pas faites ailleurs, hors du bloc. Donc, dire qu'on va transporter ce moniteur hors du bloc et l'utiliser aux urgences ou n'importe où, c'est très prématuré et ce n'est pas le moment encore. Attention aussi, ça c'est ce qu'on a dit aussi, les études que l'on fait en réanimation, ça c'est un autre exemple. On ne peut pas, avec ces études-là, ce sont des études préliminaires, encourageantes, mais ça ne veut pas dire que demain on va emmener nos moniteurs aux soins intensifs. Il y a des études à faire. En conclusion, on ne va pas à la bataille du marketing, ça ne m'intéresse pas de savoir si A, B, C sont meilleurs, je m'en fous. Ce que je veux, c'est que vous utilisiez quelque chose pour faire de la meilleure médecine et de la médecine personnalisée. Je pense que c'est vraiment important d'aller vers là. La prédiction, on a parlé de prédiction de post-operative acute pain, c'est intéressant. On a effectivement, nous, un autre papier qui vient de sortir sur l'analyse en intelligence artificielle de certains paramètres intraopératoires, dont le NOL, pour prédire la douleur post-opératoire. C'est pas encore super convaincant. Donc, est-ce qu'on va réussir à prédire quelque chose? Peut-être. On a une grosse étude qui commence là-dessus, mais c'est sûr que la prédiction, et dans la discussion, on aura les moyens d'en parler, mais la prédiction du post-opératoire, elle reste encore à déterminer. Donc, en conclusion, tous les moniteurs sont validés, sont vraiment bien validés pour les patients sous anesthésie générale. Encore une fois, ce n'est pas validé pour les patients de soins et les patients aux urgences ou les patients qui ne sont pas sous anesthésie générale. Donc attention de ne pas faire n'importe quoi. Le NOL, c'est le seul qui est basé sur une analyse paramétrique, parce que ça lui donne plus de robustesse. Dans ma pratique clinique, j'ai utilisé tous les appareils dont on parle, dont on a parlé ce matin, donc je les connais tous, je les aime plus ou moins. Ils ont tous une capacité à faire le travail qu'on leur demande. J'ai préféré le NOL, je préfère le bleu aussi, là, après chacun sa préférence. Aucune étude ne peut actuellement dire qu'un moniteur est meilleur que l'autre. Ces moniteurs peuvent réduire la consommation d'opioïdes intraopératoire et post-opératoire, oui, ça c'est bien démontré. Améliorer la prise en charge des douleurs post-opératoires, bah oui, on sait que maintenant ça a un impact. Un meilleur profil de gestion intraopératoire aboutit à un meilleur profil post-opératoire et une meilleure trajectoire patient post-opératoire, donc ça c'est indéniable maintenant. L'impact sur les issues à long terme, à 6 mois, est-ce que ça change la douleur chronique? À 6 mois, est-ce qu'il y a moins de personnes qui sont devenues opioïdes tolérantes et qui consomment encore des opioïdes à 6 mois? On verra dans les études futures, mais ça demande beaucoup plus de patients et ça demande surtout d'être multicentrique. Et donc c'est pour ça qu'on est là ce matin, parce qu'on va certainement faire des projets. On ne se connaissait pas avec Nada, juste de nom, mais maintenant on se connaît. Et puis ça aidera à mieux justifier aussi les dépenses reliées à ces moniteurs. Dans la discussion, j'espère qu'on parlera des coûts. Là aussi, il faut arrêter d'être paranoïaque en anesthésie quand on vous parle d'un moniteur qui va vous coûter 30 $ ou 25 € ou je ne sais quoi par patient. Regardez ce que le chirurgien dépense tous les jours, puis mettez-vous à l'échelle du chirurgien, vous verrez que vous dépensez beaucoup moins que le chirurgien. Donc ça suffit de se fouetter tout seul, là. Il y a des moments où il faut savoir dépenser 25 $ pour pouvoir gagner en post-opératoire sur la trajectoire et la qualité de récupération des patients. Merci beaucoup. Si vous voulez tous venir vous installer, comme ça on se met tous ensemble pour la discussion.
J'imagine que vous avez plein de questions pour les 3 orateurs. En tout cas, moi, je tiens vraiment à vous remercier tous les 3 parce que j'ai appris plein de trucs. Je pense que c'est sûrement pareil pour vous aussi. Moi, j'y connaissais pas grand-chose. Alors, ça veut pas dire que j'y connais un peu plus. Peut-être un peu mieux, en tout cas. Et donc, vraiment, merci pour ces 3 présentations. N'hésitez pas à vous lever. L'organisation nous demande que vous parliez, si c'est possible, au micro. Et donc, la parole est à vous maintenant. Est-ce que vous avez des questions pour ces 3 experts? Alors, je ne sais pas si vous êtes fatigué ou pas. Ah, si, il y a une question là-bas. Deux questions autour de la stimulation pupillaire. Il y avait une photo de stimulation qui était vaguement sur le nerf médian. Est-ce que vous faites une stimulation cutanée? Est-ce que vous faites une stimulation tétanique sur un nerf? Ça, c'était la première question. Est-ce que je peux répondre à la première avant? Oui. Je vais oublier sinon. C'est le même, c'est pareil que pour les moniteurs de curarisation, c'est des électrodes cutanées et c'est des tétanos très similaires à ce qu'on utilise pour monitorer la curarisation. Par habitude, on les fait là. Peut-être que si on le fait, je me demande s'il n'y a pas des gens qui ont fait ça, de le faire ailleurs, genre sur l'épaule, parce que des fois on n'a pas forcément accès à la main, ou des trucs comme ça. Voilà, mais ça marche aussi et c'est le même type de stimulation. Deuxième. La deuxième question, c'est quid de la variabilité du diamètre pupillaire de repos? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors oui, bien sûr, mais je ne suis pas sûre de comprendre le quid. Peut-être que vous voulez dire, est-ce que vous voulez parler des oscillations spontanées de la pupille? Voilà, je me disais que c'était ce quid-là. Alors oui, la pupille, elle a une oscillation spontanée qu'on appelle, qui est un index, c'est pareil, je vous en ai pas parlé, qui est des espèces de micro-oscillations qu'en fait on peut voir à l'œil nu en réalité. Ça bouge un tout petit peu et comme toute oscillation, ce signal a intéressé les gens. Et ça a été exploré, ça s'appelle Pupillary Unrest in Ambient Light, comme son nom l'indique, c'est des trucs qui apparaissent à la lumière. Hein. Et donc, en fait, il y a des gens qui ont essayé de voir si on pouvait s'en servir en anesthésie. Alors, moi, je parle beaucoup avec les gens qui font ça. Ce que je peux vous dire de ces oscillations, c'est qu'elles disparaissent, en tout cas, elles s'amoindrissent avec l'approfondissement de l'anesthésie. Ce n'est ni spécifique de l'effet hypnotique, ni spécifique de l'effet analgésique. C'est une sorte de combinatoire des deux. Et donc, dans la mesure, et je n'en ai pas parlé, parce que dans la mesure où, à part de la data un peu descriptive et de certaines caractéristiques, on n'a pas encore trouvé la bonne façon de s'en servir pour le patient. Voilà. Est-ce que j'ai répondu ou... Oui. Est-ce que ça a été un peu étudié sur des patients douloureux-chroniques? Je ne peux pas répondre à cette question parce que je vous ai parlé c'est chez le patient éveillé. Vous me parlez de ça et en fait je n'ai pas moi je consacre je peux vous dire ce qui se passe sous anesthésie chez le patient éveillé, mais ça mes deux collègues pourront dire aussi. C'est un autre monde, et dans le patient réveillé il y a en plus le patient avec une addiction et le douloureux chronique ou l'opioïde chronique, même si c'est pour de la douleur chronique, c'est des choses très différentes. Ces moniteurs, c'est du système nerveux autonome. Et quand on est réveillé, eh bien, le système nerveux autonome, il va y avoir la douleur, il va y avoir l'anxiété, il va y avoir le stress, la fatigue, 50 000 paramètres. Ce n'est plus la même chose. Nada, est-ce que la question n'était pas, peut-être je parle à votre place, monsieur, quel est le comportement de la pupille chez des patients qui sont douloureux chroniques qui est traité en chronique pour un problème de douleur chronique? C'était ça votre question? Sous anesthésie. Sous anesthésie, oui, sous anesthésie. Qu'est-ce que deviendra cette pupille si on arrive à bien traiter ce douloureux chronique? Alors, si la question concerne la pupille sous anesthésie générale des douloureux chroniques... Non, c'est pas ça. Ah, okay. Alors, voilà. Moi, en fait, je n'ai pas la compétence suffisante dans le domaine de la douleur chronique pour répondre à votre question. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Il y a des études de pupillométrie chez des gens qui font de la douleur chronique, mais je ne pourrais pas vous en donner un reflet. Pour répondre, ce n'est pas la pupille, mais c'est avec le NOL ou d'autres index. Mais le douloureux chronique que nous, on opère assez régulièrement aussi, qui est douloureux chronique, qui prend des médicaments et qui vient pour se faire opérer,
Le NOL, l'ANI ou la pupille vont être des paramètres qui vont aussi être utiles pour mieux guider, et je dirais peut-être encore plus dans cette population-là, parce que les douloureux chroniques opioïdomanes préopératoires sont des patients qu'on a toujours du mal à gérer en intraopératoire, et donc utiliser des moniteurs de ce type-là va vraiment aider à mieux titrer les besoins analgésiques intraopératoires, mais moi, ça m'aide aussi beaucoup à sortir de l'anesthésie et à mieux titrer la fin, parce que bombarder d'analgésiques intraopératoires, on sait tous le faire, même si on n'a pas de moniteur, mais à la fin, on ne sait pas trop comment ils vont se réveiller et comment ils vont sortir de l'anesthésie, s'ils vont hurler ou pas, et utiliser ça à la fin va nous aider à justement titrer mieux. Quand j'arrête mon rémifentanyl progressivement, que je commence à titrer en le dihydromorphone, parce que c'est ce qu'on utilise, mais si vous utilisez autre chose, vous utilisez autre chose, mais vous titrez mieux les patients et vous arrivez à les réveiller quasiment sans douleur parce qu'ils ont une titration parfaite guidée par le moniteur. Donc ça nous aide dans cette population-là. Pour revenir sur le douloureux chronique qui, lui, est vivant, non anesthésié, qu'on voit en clinique de la douleur, ce douloureux chronique-là, on a des études, nous, une qui a été publiée récemment chez des patients de douleurs chroniques, où on a utilisé le NOL. Mais là aussi, attention, ces moniteurs-là, c'est souvent des moniteurs de stress, plus que des moniteurs de douleur qui prend la composante psychologique de la douleur en plus de la nociception. Et donc, on a quelques surprises, parce que le douloureux chronique à qui je mets un NOL, si je lui fous la paix pendant 15 minutes, son NOL va descendre à 15, 10, et puis ça ne va pas être vraiment très représentatif de son niveau de douleur habituel dans sa vie de tous les jours, parce que sa douleur de tous les jours, elle n'est pas à 7 sur 10 toute la journée, elle est à 3 le matin, 5 l'après-midi, 7 quand il fait de l'exercice qui lui fait mal, dans la région qui lui fait mal, puis elle redescend à 0 quand il se repose. Donc sa douleur naturelle, elle fluctue, mais son NOL fluctuerait de la même façon. Si je lui fous la paix, que je le laisse au repos, il est à 5, 10, mais dès que je rentre et que je lui demande de faire des exercices de physiothérapie pour les CRPS par exemple, il va avoir mal et on voit le NOL monter. Donc on a démontré avec cette étude que c'était aussi un outil utile dans cette population pour détecter la nociception du douloureux chronique. Mais c'est aussi un moniteur de stress, d'angoisse. Et ces patients qui sont un peu stressés, si j'arrive, que j'ouvre la porte violemment avec l'effet blouse blanche, il a un stress et vous allez voir le NOL qui monte pendant 3 minutes, le temps qu'on lui disait « calme-toi, là, respire un bon coup et ça va aller ». Donc, encore une fois, hors du bloc opératoire, en anesthésie générale, quelqu'un qui dort, il n'est pas stressé par la porte du bloc qui s'ouvre parce qu'il dort, il ne la voit même pas, il ne l'entend pas. Donc on a vraiment quelque chose d'assez pur sur la nociception induite par le chirurgien. Hors du bloc opératoire, il faut se méfier, ces paramètres-là, ils sont très fluctuants, que ce soit l'ANI, la pupille et autres. Si j'arrive et que, encore une fois, j'ouvre la porte violemment de la salle dans laquelle il est et que je le surprends, sa pupille, elle va être différente, son NOL va être différent, son ANI va descendre. Enfin, c'est des paramètres de stress et de relaxation qu'on mesure aussi. Donc, oui. J'ai vu sur le NOL que vous utilisez la variabilité de la plétismographie. Or, chez le constructeur Massimo, la variabilité de la plétismographie, elle est influencée par la volémie. Donc, est-ce que la volémie influence ce paramètre et du coup, il va influencer le NOL? C'est une bonne question. Effectivement, la charge volémique du patient peut influencer le SPI et SSI que GE vend. C'est vrai, mais c'est vrai dans les hémorragies importantes ou dans les fluid challenge importants. C'est pas vrai si vous donnez sans cesser de salin ou de ringer lactate, ça va pas changer grand-chose au SPI. Mais l'avantage du NOL index, c'est qu'il est multiparamétrique. Il n'y a pas juste le SSI et SPI qui existe, c'est qu'il a tous les autres paramètres qui vont compenser. Si jamais celui-là se mettait à dérailler, les autres vont compenser parce qu'ils vont prendre du poids plus que l'autre. Et c'est l'avantage de ce multiparamétrique. Il n'est pas uniparamétrique s'il y en a un qui défaille. Par exemple, si la fréquence cardiaque défaillait parce que je débranche un truc ou si j'enlève un des 5 paramètres, les autres vont prendre le relais parce que l'algorithme d'intelligence artificielle, le Random Forestry, comme c'est construit, va prendre le relais et donner du poids différent en fonction du paramètre qu'il va regarder et de la qualité du signal du paramètre. Donc c'est une des forces de ça, c'est que ça va compenser pour la défaillance dans les paramètres. Je veux bien profiter de cette question parce que, encore une fois, il faut réfléchir, c'est des moniteurs du système nerveux autonome, tous autant qu'ils sont. Si on est dans une situation d'hypovolémie importante, en fait,
Au niveau de l'organisme, c'est quoi? C'est un stress. Une situation d'hypovolémie importante va induire une activation du sympathique et une inhibition du parasympathique. Et ça, sur des vrais, comme dit Philippe, pas sur des petits machins, mais sur des vrais trucs importants, normalement, ça devrait se refléter sur tous nos moniteurs. C'est juste, et j'adorerais qu'on puisse voir ça et qu'on puisse vérifier la correction de ce paramètre par la correction de l'hypovolémie. Première suggestion, les amis. Mais c'est pas facile de faire une étude, c'est-à-dire de faire une randomisation sur une hypovolémie vraie, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué, quoi. On va pas, voilà. Donc pour le moment, on n'y est pas, mais normalement, ça, de même que les grandes hémorragies, ce qui est peut-être plus accessible à un design d'études, ça devrait retentir sur ces moniteurs. Ils monitorent la balance du système nerveux autonome. Donc, dans la vie de tous les jours, dans mon anesthésie de tous les jours, et je suis au bloc 4 ou 5 jours par semaine, donc c'est quelque chose qui ne me dérange pas, et je me suis pas dit, oh bah là, c'est de la crotte ce truc, ça fonctionne plus, et puis donc c'est pas quelque chose qui m'a frappé, comme certains autres moniteurs dans notre vie qu'on nous donne et qui disent, voilà, tu peux le foutre à la poubelle, mais en tout cas, à part les grosses hémorragies d'urgence, la aorte qui pète, et puis où là, on n'a même pas le temps de le mettre, donc de toute façon, on ne le regarde pas. Mais c'est dans la chirurgie de tous les jours que je fais, en colorectal, gros digestif, ou grosse chirurgie hépatique ou autre, ou thoracique, ça ne m'a pas dérangé, enfin, ça ne m'a pas frappé plus que ça. Moi, je voulais juste dire un point, c'est la facilité, on n'a pas abordé ça, mais la facilité, Nadal a dit une fois en disant... Ça prend 10 minutes d'apprendre comment on fait une pupille ou comment on met un nol. Ça prend 3 patients pour comprendre à peu près comment ça fonctionne et pas plus que ça. Donc, ça ne doit pas être un frein pour vous de dire « Oh, je ne vais pas l'utiliser parce que je n'ai pas envie d'apprendre un nouveau truc ». Je pense que dans la génération, et moi je le dis à mes résidents qui sont vos internes pour vous ici, donc je leur dis « Votre génération 2022, quand vous allez graduer, votre génération, c'est une génération d'anesthésie personnalisée. C'est plus une génération qui doit faire de l'anesthésie basée sur une population, une pharmacologie basée sur une population. C'est fini ça. Donc on doit passer à l'anesthésie personnalisée aux besoins du patient parce que chaque patient a des différences de sensibilité aux médicaments que l'on fait. Et donc il y en a qui vont avoir besoin de 10 fois moins de doses d'opioïdes que le patient d'après. Et donc c'est une façon d'adapter son anesthésie à ces patients-là. À chacun des patients qu'on a tous les jours. Les problèmes de volémie et autres, c'est ce qui freine un peu le développement des boucles fermées. Parce que c'est un peu l'objectif de faire des développements de boucles fermées où la gestion des opioïdes sera faite automatiquement en fonction de l'analyse d'un monitorage, mais on a toujours besoin d'avoir un regard objectif et analysé en fonction d'une situation que l'appareil automatisé ne pourrait pas faire. Sauf dans mon équipe de chercheurs, j'ai 2 jeunes chercheurs là, qui sont des pros de l'intelligence artificielle. Et donc, ça change la donne parce que ces chercheurs-là, ils voient les choses différentes de moi, d'une façon différente de moi. Et eux, ils sont capables d'aller intégrer des milliers de paramètres avec des algorithmes d'intelligence artificielle, avec des ingénieurs de Polytechnique Montréal qui vont faire des trucs où on dit « waouh ». Ils prennent tout en compte. Donc là, effectivement, si tu fais juste une boucle rémidentanil nol, c'est sûr que ça risque de pas marcher bien. Mais si tu fais une boucle avec tous les paramètres du sujet, là, ça va marcher beaucoup mieux. Vous êtes 2 dans la même direction, là. Au micro, si c'est possible. Ouais, le pupillomètre en dehors de votre pratique courante, dans votre pratique courante, en dehors des études cliniques, est-ce que vous l'utilisez? Si oui, est-ce que vous en avez besoin pour dire que le diamètre pupillaire est différent de celui qu'il avait il y a 15 minutes? Alors, on pose tout le temps cette question. Quand je fais des fois je présente sur l'ANI, des fois je présente sur d'autres trucs, on pose toujours cette question. Alors, je vais répondre. Non mais après, si je réponds honnêtement, mon cas est un cas particulier. Je travaille dans une structure où il y a 6 salles d'opération et c'est surtout particulier parce qu'il y a dans ces 6 salles d'opération, il y a toujours au moins 2 protocoles de recherche clinique en cours. Donc en réalité, les moniteurs dont je dispose, ils sont tout le temps
En fait, je m'en sers pour les... Ils sont un peu dédiés, d'une façon générale, au protocole de recherche en cours. Mais pas tout le temps. Et plus je fais de protocoles de recherche, quel que soit le dispositif, plus mon équipe, les gens autour de moi, voient un petit peu, voient ces moniteurs et s'habituent un petit peu. Nous avons des promos de... Je vous rappelle, j'ai 6 salles d'opération, nous avons 14 internes tous les 6 mois. Donc, beaucoup de fois, je montre ces trucs, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai montré un interne, un nouvel IAD, un truc, et comment on fonctionne. C'est un espèce d'éternel recommencement. Mais ça rentre un petit peu, Et donc, de plus en plus, effectivement, on va les sortir hors protocole pour des patients particuliers. Alors, moi, je trouve que les meilleures indications, c'est des chirurgies de longue durée, avec des niveaux de nociception qui vont varier. Et en particulier sur les grosses tumeurs de l'enfant, les choses comme ça, des trucs qui vont durer un petit peu longtemps, ou je sais pas, ou des grands lambeaux, enfin des trucs un peu longs, ou avec des patients un petit peu fragiles sur lesquels je veux vraiment faire du personnalisé, comme disait Philippe, parce que c'est vraiment ça. Donc oui, ça arrive de plus en plus, mais ce n'est pas la vie quotidienne. Et à chaque fois qu'on s'en sert, c'est super. Juste pour répondre à votre question aussi, comme vous avez vu, je vous ai montré une photo avec mes blocs opératoires. Ce n'est pas un bloc opératoire et je ne m'amuse pas à détacher tous les jours ou tous les matins les devices qu'on a. Nous, on a pris la décision d'en mettre dans tous les blocs. Et on est un très gros hôpital. On a 20 salles d'opération et plus d'autres dans un autre hôpital à côté. Donc, on en met dans tous les blocs. Il y a des gens des compagnies qui sont dans la salle que je vois, ils vont peut-être hurler quand ils vont m'entendre dire ça, mais il y a des façons de dealer avec des compagnies. Quand moi je suis arrivé des États-Unis et puis que j'ai dit à Montréal, là je veux ça, je veux ça, je veux ça, oui, bah, bien sûr, professeur Richbey, il fait de la recherche, on va lui donner ça. On n'est pas plus riche que les hôpitaux français, hein, d'après ce que les Français croient toujours que l'Amérique du Nord, on a tout ce qu'on veut, on fait toujours tout ce qu'on veut et on dépense tout ce qu'on veut. C'est pas vrai. Les gestionnaires nous demandent des comptes et nous demandent de justifier pourquoi. Alors, comme je dis à mes médecins anesthésistes au Québec ou au Canada ou aux États-Unis, comment tu as fait pour avoir ça? Je dis, il faut quelqu'un qui tire un peu la charrue aussi. Il faut quelqu'un qui a envie de faire du changement dans ses blocs opératoires. S'il n'y a personne dans l'équipe où vous travaillez qui a envie de prendre la responsabilité de dire, moi, je vais monter un dossier, je vais aller utiliser ce dossier en disant, il y a des publications qu'on nous a montrées à l'ASFAR, il y a des publications qui montrent que c'est valide, que ça marche, que ça améliore le post-opératoire, que ça améliore la trajectoire patient. Vous montez votre dossier, vous allez voir le directeur du bloc opératoire ou de l'hôpital en lui disant, voilà, j'ai un dossier justifié, je veux avoir des appareils dans chacune des salles. Vous dealez avec la compagnie, je vais vous dire un truc, moi, je n'ai pas payé les appareils. Je ne paye que le consommable. Parce que mon deal, c'était, on fait un contrat de 4 ans, et puis vous me donnez les appareils, et je ne paye que les consommables. Et la compagnie, elle a dit, oui, je vous offre les appareils, et vous consommez les petits consommables, les petits collants qu'on colle sur le doigt du patient, là, pour le NOL, ou qu'on colle sur le thorax pour l'ANI, ou autre. Donc il y a des façons de faire ça, mais il faut prendre la responsabilité. Il ne faut pas attendre les bras comme ça, en disant, ça va me tomber dans les mains. Ça ne tombera jamais dans les mains tout seul. Donc l'hôpital, quand vous dites à un directeur de bloc opératoire ou d'hôpital, un gestionnaire, je veux dépenser $30 de plus par patient, il va dire, multiplié par 20 000 chirurgies par an, ça fait cher. Hein. Je dis, oui, mais viens, mon chéri, je vais t'apprendre à calculer. Si tu gagnes X temps de bloc opératoire, si tu réduis les nausées et vomissements en salle de réveil, s'ils quittent la salle de réveil en 15 minutes au lieu de mettre 3 heures à quitter la salle de réveil parce qu'ils sont beurrés et qu'ils n'arrivent jamais à sortir parce qu'ils vomissent pendant 3 heures, il y a aussi plein de choses à leur mettre en avant pour dire je vais t'améliorer les choses. La chirurgie colorectale en faisant de l'anesthésie personnalisée, les grosses chirurgies colorectales, en 2000 quand j'ai gradué, ça restait 7 jours à l'hôpital. Maintenant, on les fait en chirurgie d'un jour, entrée le matin, sortie le soir. Donc en chirurgie thoracique laparoscopique, ils sortent le soir aussi chez nous. Donc il y a des moments, ça, ils l'entendent, les directeurs d'hôpitaux, parce que les directeurs d'hôpitaux, ils ont un cas, ils gagnent tant d'argent par cas, et puis si vous en faites 25 dans la semaine au lieu d'en faire 3 parce qu'ils sont restés à l'hôpital et qu'ils bouchent les chambres, là, ils vont vous dire, ouais, si tu fais accélérer les choses, on va faire plus d'argent, donc on va faire plus de patients et on va faire plus d'argent, donc ça les intéresse. Donc c'est important de pas juste regarder l'intérêt médical pour notre petit nombril, mais de voir l'impact que ça a sur la trajectoire patient et l'impact économique. Et avec ça, je peux vous dire qu'ils vont vous lâcher la grappe et puis vous allez pouvoir les utiliser comme vous voulez. Allez-y. Oui, tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait
et je voulais savoir quels produits a été utilisé et quelle quantité, et comment on évalue cette sensibilisation de ces personnes naïves. En fait, dans l'étude qu'on a faite, c'était une revue systématique d'études. Donc, ce n'est pas une étude que l'on a fait mais c'est une revue systématique de plusieurs études que l'on a prises dans la littérature. C'était une revue systématique sponsorisée par le Fonds de recherche en santé du Québec, donc des gens sérieux avec des épidémiologistes de haut niveau qui ont fait cette étude-là avec nous. Et donc, on a évalué tous les patients naïfs en préopératoire et qui, à 6 mois et 1 an de chirurgie, ont continué à prendre des opioïdes. Sensibiliser, c'est pas le mot que je voulais utiliser, mais c'est des gens qui continuent à consommer des opioïdes à distance de chirurgie, 6 mois et 1 an, ce qui veut dire qu'a priori, leur processus de cicatrisation est terminé, mais ils sont devenus tolérants aux opioïdes. L'étude montrait qu'on a créé des tolérants aux opioïdes en faisant de l'anesthésie générale. Après, ces chirurgies-là, c'était de la chirurgie majeure et de la chirurgie traumatique. Et donc, oui, il y a à peu près entre 3 et 5% des gens qui étaient naïfs d'opioïdes avant leur trauma ou avant leur chirurgie majeure et qui continuent à 6 mois ou 1 an de prendre des opioïdes. C'était juste une photo épidémiologique de combien de personnes continuent à bouffer des médicaments à 1 an de la chirurgie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Je n'ai pas dit qu'utiliser un moniteur de nociception, ça allait changer ça. C'est ça qu'on essaye de faire dans nos études futures, de dire tout ce que l'on peut faire en intraopératoire, minimiser l'exposition de mon système nerveux aux opioïdes, minimiser, et je ne suis pas un pro-OFA, hein, je n'ai jamais aimé l'OFA, je pense l'OFA, on part dans l'autre extrême, et je ne suis pas un extrémiste ni d'un côté ni de l'autre, donc aller vers l'extrême de l'OFA, à dire il ne faut surtout pas faire d'opioïdes aux gens, je pense que c'est la plus belle connerie que j'ai entendue dans les 20 dernières années, de même que faire énormément d'opioïdes, c'est une connerie aussi. Donc à un moment dans la vie, il y a un juste milieu, et pour atteindre un juste milieu qui correspond aux patients de façon précise, il faut utiliser des moniteurs qui nous permettent de faire une administration raisonnée et aux besoins du patient. Et puis je voulais juste rajouter ce qu'a pas dit Philippe, mais par rapport à l'achat du matériel, il a organisé quand même 2 fois par semaine des staffs d'enseignement et d'éducation de tous ses collaborateurs par rapport à toutes ces techniques-là, pas uniquement le monitorage de l'analgésie, mais 2 fois par semaine, il y a des staffs qui sont organisés. Voilà, on va devoir conclure puisqu'on a dépassé un tout petit peu l'horaire. Merci vraiment à tous pour votre participation et surtout merci aux 3 intervenants pour ces présentations qui étaient juste parfaites. Merci beaucoup.